Gabriel Attal lance un grand plan de refonte de l'éducation nationale, des annonces importantes qui vont conditionner l'avenir de l'école. Un plan de bataille bien loin d'être un hasard, puisque vous l'avez compris, le ministre de l'Éducation nationale l'a énoncé le même jour que la publication du classement PISA, un classement aux conclusions alarmantes sur le niveau scolaire des Français, des élèves français, notamment en mathématiques et en français. On fait le point avec Sophie Audugé, déléguée générale et porte-parole de SOS Éducation. Merci beaucoup d'être avec nous. Les résultats du classement, on les a découverts hier. Le constat, il est unanime. Le niveau des Français, des élèves français, il tombe et dégringole. Oui, absolument. Bonsoir déjà. Oui, le niveau est catastrophique. On a une chute qui est historique. C'est-à-dire que depuis la création de l'étude PISA, on n'avait pas eu de baisse aussi importante, c'est-à-dire depuis 20 ans. C'est véritablement une décolletée française, hein, je pense qu'il faut le dire comme ça. Ça porte sur le français, les mathématiques, et puis si les autres pays sont également en baisse, on voit bien qu'en France, on n'est pas dans une baisse qui serait, on pourrait appeler conjoncturelle, hein, c'est-à-dire un effet Covid ou un effet pandémie, on est bien sûr sur une baisse structurelle. Voilà, absolument. Vous l'avez dit, on reste dans la moyenne de l'OCDE, pas sûr que ça soit une excellente nouvelle, puisque finalement, on tire le niveau à la baisse dans tous les pays de l'OCDE. Pourquoi est-ce que le niveau global lui se dégrade? Alors déjà, il y a un élément important qu'on oublie souvent de rappeler, c'est quand on parle de moyenne de l'OCDE, on parle de moyenne sur 81 pays, dont plus de la moitié de ces pays sont beaucoup moins développés économiquement que la France. Donc c'est pas forcément très malin de se comparer à ces pays. Non, c'est pas très intéressant. Après, effectivement, ce qu'on peut constater en France par rapport aux autres pays, c'est qu'on a quelque part des difficultés spécifiques à la France, et notamment notre incapacité à enrayer. Alors avant cela, les inégalités sociales. D'accord. Voilà, la France, c'est la plus mauvaise élèves, c'est-à-dire qu'on est incapable de casser ce lien entre le niveau socio-économique des parents des enfants et les résultats scolaires. Ça, c'est une vraie inquiétude. C'est un vrai problème. C'est un vrai problème qui prend forme de manière quand même très concrète, c'est-à-dire que vous avez par exemple entre une chute des élèves très performants, c'est-à-dire qu'on a de moins en moins d'élèves très performants, de plus en plus d'élèves très moyens, que ce soit en français ou en mathématiques. Ce qu'on appellerait des élèves en difficulté? Alors oui, très mais surtout, alors oui, ça peut être des élèves en difficulté, les moins bons élèves, mais c'est surtout qu'on a presque plus d'élèves très performants, c'est-à-dire qu'on est à 7% d'élèves performants très performants en mathématiques. Donc ça tire pas le niveau. Après, l'élément qui est très important pour vous donner quelque chose de très parlant, c'est-à-dire que les élèves qui sont issus des milieux les plus favorisés vont avoir en mathématiques des résultats semblables aux meilleurs pays du monde, c'est-à-dire Singapour ou la Corée, alors que les enfants qui sont des milieux les plus défavorisés vont avoir des résultats très mauvais, comme ceux des enfants de la Moldavie ou du Kazakhstan, ce qui est quand même un vrai problème. Donc il y a encore un lien avec l'origine sociale. En France, c'est démontré. C'est démontré, nous ne savons pas gérer les inégalités sociales. Et c'est justement ce qui est un peu troublant dans ce qu'a présenté Gabriel Attal, qui va vraiment dans le bon sens dans toutes ces mesures, c'est que par contre, il est resté absolument muet sur cette question et ce problème franco-français qui est quand même un problème majeur. Voilà. Un autre problème majeur, c'est quand même les maths. Vous avez dit que du côté des très bons élèves, on s'en sortait bien en maths en France. Pourquoi est-ce qu'on peine autant à faire apprécier les maths? Pourquoi est-ce que c'est un calvaire, un cauchemar, les maths? Alors c'est vrai que les performances en mathématiques sont très mauvaises. Il faut quand même souligner qu'entre 2015 et 2018, puisque PISA c'est tous les 3 ans, sauf exceptionnellement cette année où ça a été sur 4 années du fait de la pandémie, hein, on avait un peu progressé à l'édition PISA précédente. Donc on a rechuté de manière importante là. Ce que mesure PISA, c'est un peu particulier, c'est-à-dire c'est les compétences mathématiques dans le monde concret, ce qui n'est pas obligatoirement une performance française. Et ce qu'on constate au niveau des élèves français, c'est qu'on est très mauvais en langage mathématique. C'est-à-dire que nos élèves ne savent pas traduire des problèmes dans un langage mathématique. On se souvient des fameux problèmes. Voilà, et ça c'est vraiment un point d'amélioration très important. Qu'il faudra développer. Rassurez-nous, est-ce qu'en Île-de-France, est-ce que nos établissements scolaires, est-ce que le niveau scolaire est un peu meilleur que sur la moyenne nationale? Écoutez, c'est très difficile à dire puisque c'est ce que je vous évoquais un petit peu tout à l'heure. C'est-à-dire si vous prenez, on va prendre un exemple comme Stanislas par exemple, il est évident que les élèves de Stanislas ont à peu près les mêmes compétences et les mêmes performances que les meilleurs élèves du monde, c'est-à-dire de Singapour ou de Corée, et probablement dans des élèves qui sont dans des établissements plus défavorisés, où il est très difficile de faire classe. Là, effectivement, les résultats ne sont pas bons. C'est également un point important de cette étude OCDE PISA, c'est de mettre en
évidence l'importance du climat scolaire dans les résultats. Et également, un élément que moi j'ai trouvé particulièrement intéressant, c'est notamment l'appartenance à l'école. Et cette appartenance à l'école, l'étude PISA nous dit qu'elle est corrélée avec deux éléments qui sont importants, à la fois le sentiment de sécurité dans l'établissement et en dehors de l'établissement, mais c'est-à-dire sur le chemin de l'école, voilà, et le soutien apporté aux professeurs. C'est également un point où la France, nous ne sommes pas bons. On n'est pas assez bons. Voilà, et c'est pas nouveau. Ça détermine pourtant. Ça détermine les bons résultats. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, suite à la publication du classement PISA, Gabriel Attal a pris la parole. Il promet un choc des savoirs afin de générer un sursaut au sein de l'éducation nationale. Il souhaite notamment redonner le pouvoir aux enseignants, notamment sur la question du redoublement. On l'écoute. La question du redoublement, devenue tabou, mérite d'être clarifiée et d'être tranchée. Eh bien aujourd'hui, je viens la clarifier et la trancher avec un principe simple. La décision appartient aux enseignants. C'est pourquoi les professeurs auront désormais le dernier mot en matière de redoublement. Et je prendrai un décret au début de l'année 2024 pour modifier le code de l'éducation en ce sens. En tranchant ce débat, je veux lutter contre l'échec forcé auquel peuvent être condamnés des élèves que l'on veut faire passer à tout prix en classe supérieure. Pour ces élèves, deux choix s'offriront aux professeurs en fin d'année. Un passage sous condition, avec de la remédiation, comme des APC, du tutorat, des stages de réussite durant leurs vacances scolaires. Je rappelle que nous avons d'ores et déjà 40 000 enseignants volontaires qui font des stages de réussite pendant les vacances et que nous doublons désormais leur rémunération pour ces stages de réussite dans le cadre du pacte enseignant. Autre possibilité, le redoublement en cas de grandes difficultés, car je le dis de manière très claire, il vaut mieux réussir son primaire en 6 ans que l'échouer en 5. Redonner le pouvoir aux professeurs, est-ce que globalement c'est une bonne idée? Oui, c'est une bonne idée, c'est une bonne mesure. Alors, il en est cité d'autres qu'on évoque moins, mais qui vont dans le même sens, c'est-à-dire qui redonnent la valeur de la note. C'est vrai que beaucoup de professeurs se plaignaient ces dernières années de ces fameuses commissions d'harmonisation des notes qui fonctionnaient pour le brevet autant que pour le baccalauréat. Et certains professeurs voyaient un 6 sur 20, par exemple, transformé en un 12, sans qu'ils aient été consultés. Et là, considérant effectivement que c'était quand même leur métier d'évaluer une copie d'un élève. Donc là, il a été très clair sur ce point-là, à la fois la revalorisation des notes, la place de la note dans la mission de l'enseignant, le respect effectivement de ces notes dans l'attribution d'un diplôme, donc il revalorise le diplôme national, et par voie de conséquence également le redoublement, qui est un vrai sujet français. Il n'y a plus assez de redoublants en France. Alors en fait, quand on regarde. Voilà, mais ce qui est important, c'est que le rapport au redoublement est là encore franco-français, c'est-à-dire que depuis très longtemps, la France c'est un pays à part par rapport à l'OCDE, c'est-à-dire qu'on a toujours fait beaucoup plus de redoublement que les autres. Et ce que nous apprennent les études successives, c'est qu'en fait, on peut cesser les redoublements à condition qu'on prenne en charge les enfants en difficulté. Or, en France, on a cessé les redoublements, mais on n'a pas pris en charge les enfants en difficulté. D'où ce delta qui fait que voilà, on a laissé passer d'année en année des enfants qui n'avaient pas du tout le niveau, sans se soucier de les remettre à niveau, ce qui fait des enfants qui sont absolument détruits par le système et incapables de se réaliser dans leur vie future. On a aussi entendu parler de la fameuse méthode de Singapour. Singapour qui est extrêmement bien classée par justement ce classement PISA. Expliquez-nous ce que c'est justement que cette méthode. Alors déjà, la méthode de Singapour, elle provient de travaux à l'origine française, hein, donc on peut quand même faire un cocorico à ce niveau-là. C'est une méthode concrète qui procède par étapes, c'est-à-dire que quand les enfants sont plus petits, on va travailler sur la manipulation, ensuite on va travailler sur l'image et ensuite on va arriver à l'abstraction. Donc on suit vraiment un développement de l'enfant, des mécanismes cognitifs d'apprentissage des mathématiques qui sont plus efficaces, et c'est-à-dire qu'on va travailler avec des cubes, on va travailler les fractions. C'est pour ça que Gabriel Attal a évoqué le fait qu'il voulait aborder les fractions en CE1 parce que tout se joue très tôt en fait. Tout se joue très tôt et surtout en 4e, quand ils ont fait les évaluations là, ils se sont rendus compte que les élèves ne savaient pas faire un quart. Vous voyez, donc là, il y a eu quand même là encore un choc des résultats par rapport à la France. Et donc on s'est dit non, il faut recommencer plus tôt à travailler le principe des fractions, ce que permet effectivement la méthode Singapour assez tôt par ces systèmes de manipulation, de cubes, etc. Elle va convenir aux élèves français? Est-ce qu'ils sont absolument habitués à travailler comme ça? Non, je pense que c'est une méthode qui est très efficace, qui fonctionne très bien. Il y a déjà beaucoup d'enseignants qui la pratiquent. Ce qui est très important, je pense, dans ce qu'a évoqué Gabriel Attal. Alors, un petit bémol sur la méthode Singapour, elle demande beaucoup d'apprentissage.
Donc D'accord. ça va nécessiter, d'abord pour les enseignants et ensuite pour les élèves, du temps important de travail et d'appropriation. Mais c'est une méthode très efficace, notamment dans le côté concret des mathématiques, pour donner du sens aux mathématiques, Ce qui développer est souvent le problème. le finalement. goût des mathématiques, On pour reprendre sa décorrèle formule. Ce Absolument. qu'on trouve dans les mathématiques de notre vie réelle, du concret. Voilà, absolument. Après, ce qui est marquant dans les annonces de Gabriel Attal, c'est cette clarification et cette rigueur et cette direction sur des méthodes spécifiques. Pour donner le cap. Ce qui est quand même, oui, un vrai changement. Il a aussi parlé des groupes de niveau. Certains ont trouvé ça extrêmement stigmatisant, d'autres ont trouvé que c'était une manière extrêmement efficace de régler, de juguler le problème. On écoute la réponse de Gabriel Attal face à cette critique, c'était dans France Info. Cette critique, mais c'est quoi la situation aujourd'hui? C'est un problème dans la confiance en soi. Ça crée ça aussi. Attendez, un élève qui est très en difficulté aujourd'hui, qui est dans une classe avec des élèves qui le sont moins ou qui ne le sont pas, vous croyez pas qu'il se sent stigmatisé? En général, il n'ose même pas poser de questions en cours, précisément parce qu'il est le plus en difficulté. Un élève qui, chaque année, est en échec scolaire, a les moins bonnes notes. Les élèves, ils se partagent leurs notes entre eux. Vous croyez qu'il ne se sent pas stigmatisé? Au contraire, il sera dans un groupe avec des élèves qui, comme lui, ont des difficultés et on lui dira que c'est pas grave, mais que l'important, c'est de travailler et on lui expliquera comment progresser. Quel est votre avis sur la question? Moi, je trouve qu'il a absolument raison et il répond de manière tout à fait intelligente. Je veux dire, penser qu'un enfant qui ne comprend rien à ce qu'on lui raconte, parce qu'il est passé de classe en classe sans avoir le niveau, il est tout à fait épanoui, c'est un mensonge éhonté. En plus, Gabriel Attal a pris soin d'expliquer qu'il allait appliquer la méthode des groupes de niveau dans sa manière qui est la plus efficace, c'est-à-dire avec un nombre limité de matières, donc ça sera limité au français et aux mathématiques, en précisant... Pour se concentrer sur les points qui fâchent? C'est pas tant ça que l'effet négatif des groupes de niveau se fait quand il s'applique à toutes les matières, où là il peut y avoir un caractère effectivement stigmatisant. Et voilà. Là en l'occurrence, il a vraiment retenu ce que nous apprennent tout un ensemble de pays qui sont déjà dans ces méthodes-là et qui nous montrent qu'elle est efficace, c'est-à-dire on se limite à un nombre de matières, il en prend 2, les mathématiques, le français, il fait des passerelles des groupes de niveau, c'est-à-dire que quand l'élève il commence à progresser, il peut passer dans le niveau supérieur, et surtout il fait des groupes avec un nombre très faible d'effectifs d'élèves, c'est-à-dire que les élèves qui sont en difficulté seront maximum 15 par classe. Alors on sait que c'est ça qui marche. On espère qu'il va pouvoir, dans la mise en œuvre, se tenir à cela. Et puis, il forme les professeurs aux techniques de soutien et aux techniques de prise en charge avec des pédagogies un peu différenciées d'élèves en difficulté. Donc, sur le papier, moi, je trouve qu'il a eu une présentation très rigoureuse de quelqu'un qui connaît très bien le sujet, qui connaît très bien les méthodes. Et qui a envie de faire bouger les lignes. Oui, et qui connaît le développement de l'enfant et qui ne se fait pas avoir par des contre-arguments qui sont franchement un peu risibles aujourd'hui quand on voit les résultats qu'on a. Bon, de toute façon, on ne pourra pas parler malheureusement de toutes ces annonces. On aura l'occasion, j'imagine, de reconsacrer une émission, bien sûr, à l'école en Ile-de-France et au niveau scolaire des élèves. Merci beaucoup, Sophie Audiger, de nous avoir si bien éclairé sur le sujet.